Je vous remercie beaucoup de m'avoir invité à ce congrès pour la deuxième fois. La première fois, j'étais venu parler de coups de chaleur et j'avais globalement expliqué que les patients étaient des glaçons dans le whisky des cardiologues. Et j'espère être un peu plus détonnant en parlant que d'une partie du topo des lois, puisque moi je ne parlerai pas du tout de prévention, mais uniquement de traitement. J'ai un conflit d'intérêt, puisque je suis investigateur d'une étude dont je vous parlerai un tout petit peu à la fin, mais qui n'a pas grand-chose à voir. La question est comment est-ce qu'on traite un arrêt cardiaque en 2023? Et la réponse tient en une ligne, il faut défibriller rapidement. Voilà, je vous remercie. Alors j'ai quand même fait plus de diapos que ça parce que vous payez le billet de train, je me suis dit qu'il fallait être quelqu'un de sérieux. On se pose quand même la question de pourquoi est-ce qu'il faut défibriller. Alors voilà les données du CEMS de Paris, que Éloi reconnaîtra. 2 ans d'arrêt cardiaque à Paris, ça fait 6000 patients dont la moitié ne sont pas réanimés par le SAMU parce qu'en fait c'est des patients trop vieux, trop âgés, trop malades. Et quand vous réanimez 3-4 000 patients, globalement un quart fibrille. Et dans ce quart, un quart survivra. Alors que les 3 quarts qui ne fibrillent pas, ils vont tous mourir. Et ils vont tous mourir parce que vraiment 2,4% de survie, c'est quand même vraiment pas beaucoup par rapport à 2492. Donc c'est vraiment pas du tout les mêmes patients qui fibrillent et qui ne fibrillent pas. Et l'autre question qui se pose, c'est quand est-ce qu'il faut défibriller? Et alors là, on a 2 données. La première, c'est qu'il faut défibriller tôt parce que le nombre de patients qui présentent un rythme choquable s'effondre avec le temps. À gauche, vous avez les données de Stockholm. Vous voyez qu'à 1 minute, 60% des patients qui s'effondrent d'un arrêt cardiaque fibrillent, alors que c'est quand même 10% au bout de 20 minutes. Et à droite, un papier un peu plus ancien qui vous rappelle que toutes les fibrillations ne se valent pas. Et que quand vous défibrillez quelqu'un à 1 minute, il a une fibrillation ventriculaire sans doute plus belle, avec une amplitude plus large, qui peut répondre beaucoup mieux à la défibrillation. Si vous le défibrillez après 6 minutes, une petite fibrillation à petite maille, dont on ne sait même pas vraiment bien si c'est vraiment un rythme choquable ou pas. Donc il faut fibriller tôt pour attraper plus de patients, et puis quand on attrape les patients, on les attrape avec une plus belle fibrillation. Alors, tout est dit, il faut fibriller, il faut défibriller tôt, mais alors pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? On ne le fait pas parce que, globalement, les patients qu'il faudrait qu'on défibrille, ils ne sont pas assez morts. Ils ne sont pas assez morts, si on regarde le papier de gauche, vous voyez que c'est une étude qui regarde quand est-ce qu'on a réussi à faire masser les témoins quand ils appellent les pompiers, quand ils appellent le SAMU. Globalement, on fait très très bien passer les patients très très morts. Ceux qui sont bien rigides, bien froids, ceux-là, on les identifie facilement. La personne au bout du téléphone est d'accord pour dire qu'elle est morte, et du coup, on arrive à les faire masser. À l'inverse, si vous faites l'arrêt cardiaque devant un témoin, si vous gaspez plein pot, c'est très difficile de faire le diagnostic et de pousser. C'était donc le titre du papier qui est à droite. Ceux qui ont le plus besoin d'être massés sont évidemment les plus difficiles à reconnaître. Alors, je me suis dit qu'une petite vidéo valait mieux que ça. Vous connaissez peut-être cette vidéo d'un patient qui simule un gasp. Alors, pour nous médecins, c'est déjà pas si évident. Plein d'entre nous n'ont pas vu de gasp, ou alors ont vu des gasps en fin de réanimation, chez des gens qui ont des petits mouvements buccaux, mais c'est plutôt des signes de mort. Dans ce cas-là, on parle de signes de mort, alors que là, quelque chose qui est à peu près la même chose, mais de plus grande amplitude, on appellera ça un signe de vie. C'est déjà pas si évident. Et alors, la vidéo de droite, c'est une vidéo que le conjoint d'une de patientes m'a donnée sur intervention. J'étais revoir la patiente, elle m'a autorisé bien sûr à vous passer cette vidéo. Et lui, il l'a filmée parce qu'il trouvait que globalement, elle respirait bizarrement. Cette patiente était en arrêt cardiaque, elle avait un QT long et elle a survécu sans séquelles, elle s'est fait défibriller rapidement. C'est quand même piégeux, si je vous la remontre, franchement, au téléphone, quelqu'un vous décrit ça. En visio, maintenant qu'on fait de la visio au téléphone, vous voyez ça en visio, vous dites qu'elle respire ou vous dites qu'elle en gaspe, c'est loin d'être évident. Alors le premier message, c'est de masser par excès. Alors masser par excès, ça veut dire que c'est pas grave du tout de masser un cœur qui bat, ça on est tous convaincus, et très souvent on dit au pire on casse quelques côtes. Non, au pire on fait rien. Au pire, quand vous regardez là, les complications des gens qui ont été massés par excès, ils ont mal dans la poitrine. Il y en a quelques-uns qui ont des fractures de côte, mais c'est moins d'1%. C'est-à-dire que masser par excès, globalement, ça fait rien. Et quand on regarde les gens qui ont des complications traumatiques graves après un arrêt cardiaque, c'est beaucoup plus souvent la chute qui occasionne un fracas facial, une hémorragie intracérébrale, un problème thoracique, que le massage cardiaque, très souvent pas assez vigoureux. Alors, le topo, c'était l'arrêt cardiaque en 2023. En 2023, rien n'a changé sur le massage. Il faut masser toujours 100, 120, il faut relâcher complètement. Et globalement, une fois que vous avez commencé le massage, la seule critère pour arrêter, c'est si le patient vous dit d'arrêter. S'il vous pousse les bras, globalement, il faut quand même probablement continuer. Cette vidéo, vous la connaissez peut-être. C'est une vidéo absolument géniale de la BBC qui suit une équipe de secouristes anglais sur hélicoptère, et le pilote de l'hélicoptère fait un SCA. Et là, passe en arrêt devant ses secouristes, donc c'est leurs copains. Ils le mettent au sol. Ils le massent et regardez les bras. Donc si vous arrêtez quand le patient bouge,
Vous arrêtez pour ce patient qui a évidemment un pronostic fabuleux. Il vient de s'arrêter devant vous, c'est une fibrillation en grosse maille. D'ailleurs, ce patient survit, il me semble qu'il prend un seul choc et il repart comme en 40, c'est vraiment super. Donc, mon premier message, c'est donc de masser avec un très grand excès et de masser les gens qui ont l'air de ne pas en avoir besoin, les gens qui gaspent énormément, les gens qui bougent énormément, très bien, massons-les. Alors pour défibriller, de plus en plus, on a quand même maintenant plein de solutions. Alors, tout le monde connaît le défibrillateur amené par les pompiers, amené par le SAMU. Dans certaines villes, certains taxis ont des défibrillateurs. Et puis, vous commencez à connaître très bien tous les lieux. Vous savez qu'il y a une loi qui est passée il y a 3 ans maintenant qui impose aux lieux recevant du public d'avoir des défibrillateurs, qui leur impose également de faire la vérification de ce défibrillateur, ce qui n'était quand même pas évident. Et un certain nombre de défibrillateurs étaient non fonctionnels jusqu'à présent. J'avoue que je n'ai pas poussé le vice jusqu'à regarder celui du Palais des Congrès, on va dire qu'il marche. Et vous voyez que les pays qui l'ont fait il y a quelques temps, plus de la moitié des arrêts cardiaques sont défibrillés avant l'arrivée des premiers secours. C'est en 2013, là vous voyez, en vert c'est les défibrillateurs du site où s'est passé l'arrêt cardiaque, en bleu c'est celui qui est amené par un bon samaritain, un témoin qui a reçu une alerte sur son smartphone, qui a couru chercher un défibrillateur et qui l'a amené. Et vous voyez donc que la majeure partie des gens qui ont survécu, c'est parce qu'ils ont été défibrillés avant l'arrivée des secours. Il y a également l'histoire de drone, on y reviendra un petit peu. Alors, quelque chose qui est simple quand on est médecin du sport, c'est que les arrêts, on sait quand ce qui se passe. Globalement, il se passe beaucoup pendant les événements sportifs. Et là, on en a parlé un petit peu, je vous présente les résultats de l'équipe de Tokyo, qui, sur leur marathon, met un défibrillateur tous les kilomètres à partir du 22e kilomètre. Il fait courir tous les médecins avec une application dédiée qui permettra de les faire sonner s'ils sont autour d'un endroit. Ils mettent également un SUMUR tous les 3 kilomètres. Donc, c'est un peu lourd, en même temps, c'est une fois par an, ça se fait plutôt bien. Et vous voyez que les gars ont plus une sacrée dégaine, ils sont faciles à identifier. Ce n'est pas le défibrillateur de la pharmacie planqué sous le comptoir. Quand vous faites ça, vous voyez que la survie, elle est parfaite. À savoir 100% des gens, alors d'ailleurs c'est rigolo, même ceux qui ne fibrillent pas, 100% des gens survivent à peu près. Moi je veux bien faire un arrêt cardiaque sur un marathon à Tokyo, peut-être même que je veux plus le faire là-bas que le faire devant vous, alors que c'est un public fortement averti. Quelque chose également pour faire amener les défibrillateurs, c'est les applications. Voilà. Les applications que vous devez connaître, que vous avez, il y en a 2 grandes en France qui se tirent un peu la bourre, dont leurs propriétaires ne sont pas hyper copains. Moi je m'en fiche, j'ai les 2 dans la poche, les 2 dans le smartphone. Après tout, j'ai également plusieurs applications pour la même fonction également. Donc vous avez Sauve Life et Staying Live, et j'ai mis également Permis de sauver qui est présent dans assez peu de départements. Ces applications vous donnent toujours la même chose. Vous pouvez rechercher les défibrillateurs les plus proches de vous. Et également, si vous le souhaitez, en cochant une option supplémentaire, vous pouvez vous signaler comme étant quelqu'un capable d'être averti. Et si jamais les secours détectent un arrêt cardiaque autour de vous, ils feront sonner votre téléphone portable avec une sonnerie qui ne ressemblera pas à... Par curiosité, est-ce qu'il y en a qui ont déjà été déclenchés par l'application dans la salle? Ah, oui, il y en a déjà au moins 3, 4. Voilà, et donc ça fait sonner votre portable, ça vous demande est-ce que vous êtes d'accord pour y aller ou pas, vous n'êtes pas obligé d'y aller, et en particulier ça ne pose pas de problème juridique de ne pas y aller. Et puis si vous dites j'y vais, à ce moment-là, ça vous montre le chemin, avec toute une question qui est comment on gère quand il y a plein de bons samaritains. Est-ce qu'on les envoie tous masser? Est-ce qu'on envoie une partie masser, une partie chercher le défibrillateur? Avec un peu de chance, vous savez qui est cardiologue et qui n'est pas cardiologue. Vous savez qui court vite et qui court pas vite. Et vous pouvez peut-être envoyer le cardiologue massé et celui qui sait juste porter un DSA, porter le DSA. Ou l'inverse d'ailleurs, on n'a pas bien de papier sur ce qui marche. Alors la question c'est, est-ce que ça marche ça? Je ne vous ai pas mis le papier, mais à la BSPP, on a prouvé qu'on augmentait le nombre de DSA présents avant notre arrivée. Il y avait même un effet sur la survie. Un autre papier qui a étudié ça, pour le coup, pas en France. Et vous voyez que l'implémentation juste de la petite pastille rouge ici, qui est le bon samaritain qui court avec son défibrillateur, fait mieux sur la survie et fait mieux sur la présence de massage avant l'arrivée des secours. Alors, défibriller rapidement, c'est également ça. Ça, c'est un cas dans la littérature, un seul cas, il me semble, dans la vraie vie. Il y a un gars qui est en arrêt cardiaque là, dans le petit chemin, vous ne le voyez pas, et il déneigeait, il tombait en arrêt, et là il y a son voisin, alors qui ne va pas se casser la gueule, et qui va aller chercher le DSA déposé par le drone. Alors c'est complètement anecdotique, aujourd'hui. Demain, je ne suis pas du tout sûr que ce soit complètement anecdotique. Pour avoir ça, ils ont fait voler, alors globalement, le projet, et le même à Paris, on l'a également. Le principal problème, c'est la réglementation. La technologie est hyper mature. Là, ils ont un drone lambda qui pose un DSA lambda. Ils le guident, ils ont 150 moyens de détection. Le drone, il est avec un GPS. Il n'y a aucun problème. S'il tombe, il a un parachute. Il a 12 moteurs. S'il perd 11 moteurs sur 12, il se posera quand même. Enfin, c'est un truc hyper safe. Globalement, c'est juste que c'est compliqué de faire voler des aéronefs dans les milieux urbains. Donc, probablement, ils ont réussi dans un milieu semi-urbain
à faire poser des défibrillateurs, à défibriller ce patient-là qui a été choqué avant l'arrivée du SMUR. Donc c'est le premier patient qui a eu ça. Mais je pense que dans 10 ans, on en rigolera tous parce que je pense que ça sera plus que 1% des patients, ce sera peut-être une partie non négligeable des patients. Je ne vous ai pas mis la vidéo. À Paris, on veut faire ça. On n'y arrive pas encore parce que faire voler un drone au-dessus de Paris, c'est hyper compliqué. Donc on triche, pour le moment, on les fait voler au-dessus de la Seine, parce que comme ça, on dit à la DGAC que si le drone tombe, il tombera dans la Seine. Mais comme il n'y a pas d'arrêt dans la Seine, on lui a mis une bouée pour l'instant. Donc on fait voler nos drones pour avoir de l'expérience et montrer à la DGAC qu'on n'est pas des gars qui font n'importe quoi et qu'on peut larguer des bouées en Seine pour les personnes qui sont tombées en Seine. Après, je ne pouvais pas ne pas vous parler de ce papier-là, qui parle également de défibrillation dans l'arrêt cardiaque, un papier qui a fait un énorme bruit, qui globalement a inclus des patients dans 3 bras. Ces patients, pour être inclus, il fallait qu'ils aient déjà eu 3 chocs par le défibrillateur. Arrêt cardiaque, 3 chocs, et au-delà du 3e choc, vous avez 3 choix. On continue, on passe les patchs en antéro-postérieur, ou bien on rajoute aux patchs qui sont latéraux apicales un patch antéro-postérieur, et on va faire ce qu'on appelle une double défibrillation séquentielle. Ça veut dire que vous allez charger les 2 défibrillateurs, et ensuite vous allez choquer l'un, puis choquer l'autre, avec cette vitesse-là. Pas plus vite que ça, pas plus compliqué que ça, et c'est un homme qui appuie sur les 2 boutons les uns à la suite des autres. En faisant ce papier, les patients qui avaient reçu plus de 3 chocs chez eux, qui avaient la stratégie standard, avaient 13% de survie. Juste le fait de switcher, de passer en antéro-postérieur, ça passait à 21% de survie avec une grande significativité entre ces 2 bras-là. Et quand vous faisiez la double séquence, vous passez à 30% de survie, avec une grande significativité également entre la double défibrillation et la standard. Ils n'ont pas comparé antéro-postérieur et double défibrillation. Alors, il y a un seul papier qui dit ça. C'est pas si simple de faire la manip avec 2 DSA. Il faut 2 DSA manuels, ou alors il faut un DSA pas manuel, automatique, un DSA manuel qu'on aura chargé avant l'analyse. Enfin, c'est un peu technique. C'est pas absolument sûr que ce soit. Enfin, c'est un seul papier, ça n'a pas été répliqué. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand même, il faut qu'on se pose la question de pourquoi ça marche. Et on a tous vu comment les pompiers posent cette électrode-là. Comment ils font les pompiers? Ils arrivent, ils arrachent la chemise, ils massent, et pendant qu'un masse, l'autre pose les palettes. Et il n'a pas bien accès au côté latéral, il y a parfois le bras, parfois le genou du mec qui masse. Et en tout cas, il n'a pas accès suffisamment sur le côté pour mettre la palette bien latérale. Et les recommandations de l'URC de 2015 avaient fait un super schéma avec un thorax en coupe, en vous montrant que si vous mettiez les palettes un peu trop antérieures les deux, le chemin électrique entre les deux, globalement, défibrillait la paroi antérieure du cœur. Et qu'en décalant cette palette apicale un peu plus sur le côté, un peu plus en postérieur, vous arriviez bien à transfixier le cœur et probablement à défibriller une masse critique de myocarde qui était bien plus importante. Probablement qu'il y a un vrai effort d'action, déjà dès maintenant, tout de suite, pour mettre bien cette deuxième palette. En tout cas, un patient qui aurait reçu 3 chocs, la première question à se poser, c'est pas est-ce que je fais un truc compliqué, c'est est-ce que les palettes sont bien posées, en particulier celle-là, est-ce qu'elle n'est pas trop antérieure, et puis peut-être qu'on viendra faire des choses un peu plus compliquées plus tard. Alors, je devais vous parler quand même des travaux qu'on a conduits. Les algorithmes de défibrillation, vous les connaissez actuellement, ils analysent, après 10-20 secondes, et après vous êtes parti pour 2 minutes de massage. Et ils font ça jusqu'à ce que la mort s'en suive, effectivement, parce que la mort s'en suivra pour plein de patients. Il y a 2 algos qui, en pratique clinique, font différemment. Il y a un premier algo fait par des Néerlandais, où il y a, à partir de 1 minute 30 après le choc, une analyse sous le massage. C'est-à-dire que sans interrompre le massage, le DSA analyse. Et le DSA est capable, pour l'analyse suivante, ou bien de vous faire arrêter le massage, délivrer le choc, reprendre le massage, donc il n'y a aucun temps dédié à l'analyse hors massage, ou bien il a détecté que le rythme sous-jacent n'était pas une fibrillation, et à ce moment-là, il ne provoque pas d'arrêt. Vous êtes parti pour masser 2 minutes, eh ben non, surprise, c'était 4 minutes, et vous continuez à masser. En faisant ça, ils n'ont pas augmenté la survie, nos amis néerlandais, mais ils ont fait augmenter le chest compression de fraction, donc la quantité de massage délivré pendant la durée de l'arrêt cardiaque, ce qui est un facteur pronostique important. Ce qu'on fait à Paris, ce n'est pas exactement la même chose. Notre algo est capable d'analyser le rythme cardiaque pendant le massage, et il le fait à partir de 1 minute après le choc. Et s'il trouve qu'il y a un rythme choquable sous-jacent, à ce moment-là, il fait arrêter le massage, il fait une analyse, et si c'est choquable, il délivre un choc. On est en train de soumettre les résultats, pas d'effet sur la survie, mais on ne l'avait pas désigné pour. Et également, on réussit à augmenter la quantité de compression thoracique délivrée, donc la quantité de massage cardiaque délivré, ce qui est important pour nous. Et également, on diminue le temps passé pour les patients en fibrillation ventriculaire, avec probablement du temps gagné et restitué à un rythme organisé, qui est probablement meilleur pour le pronostic neurologique. Mes 3 points. Formez-vous, alors vous je pense que je ne vous ai pas beaucoup formé, mais formez vos équipes au GASP, formez vos secouristes de bord de terrain au GASP. Pourquoi est-ce qu'ils sont si nuls dans la vidéo des lois? Parce qu'ils ne comprennent pas que c'est un GASP. Massez par excès, votre DSA doit anticiper. Et j'en ai fini. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions concernant cette prise en charge immédiate de l'arrêt cardiaque ?
Pas toujours. Non. Non, alors, moi, j'ai les 2 applis. J'ai déjà été. Je serais curieux d'avoir leurs résultats. Ceux dans la salle, les 4 qui avaient été déclenchés là, c'était sur des arrêts? Ouais. Ils ne se prononcent pas. Vous avez peut-être refusé. Pas toujours. Et donc, c'est vrai que c'est un peu frustrant si vous foncez que finalement c'est un coma ou une simulation, un truc qui n'est pas un arrêt. Ça peut être perturbant. Alors, une fois que vous avez dit oui 3 fois de suite, la 4e fois, vous avez le droit de dire non. Enfin, on n'envoie pas que vous, on envoie également les secours. Donc, vous êtes un plus éventuel. Et clairement, nos opérateurs pompiers, nous, ces messages-là, on les a. Par jour, chez les pompiers de Paris, il y a 10 arrêts cardiaques. Par jour, les pompiers, on leur demande de dépister 13 arrêts cardiaques. Ça veut dire qu'ils doivent faire masser 13 gars. Donc, on assume de surtrier 30% des patients. Et donc, par jour, on déclenche 30% fois trop notre système. Alors, ils ne trouvent pas toujours du monde. Et on envoie plein de gens, c'est des gens qui ne sont pas en arrêt. Alors, peut-être qu'un jour, on fera des algos un peu plus malins où on pourra facilement annuler les secouristes en cours de route. Là, on ne le fait pas parce que quand on a commencé, on est parti sur un arrêt. C'est trop dangereux, trop compliqué de dire finalement c'est pas un arrêt. Et puis peut-être qu'on sera capable de dire on ne déclenche pas 5 fois de suite le même bonhomme. Au bout de, on l'a embêté 3 fois ce mois-ci, on le laisse tranquille pendant 2 mois. Question très bête, c'est toujours un trouble d'urine. C'est jamais une bradycardie extrême. Quoi donc, les gaspes? Non, l'arrêt cardiaque. Ah si, non, alors, si, mais ceux qui vont survivre, c'est ceux qui fibrillent. Je grossis un peu le trait, il y a des gens qui ne fibrillent pas qui vont survivre. Ça représente une minorité, et c'est globalement presque pas les mêmes patients, j'ai envie de dire. Non, vous avez des bradies extrêmes, vous avez des asystolies qui repartent, vous avez... Mais globalement, ce qu'il faut retenir, j'imagine, pour des cas du sport, c'est que vos patients, peut-être que Léo va vouloir compléter, mais s'effondreront en fibrillant pour l'immense majorité des cas. J'avais une question simplement pratique. On a des difficultés quelquefois à connaître le rythme au moment où un patient a été choqué. Est-ce qu'il y a maintenant des normes? Est-ce qu'il y a des obligations de mémorisation dans les appareils? Oui, mais de transmission de ces tracés, parce qu'ils sont fondamentaux quand même pour la suite de la Non, alors c'est une vraie question que vous posez. À Paris, on a un ingénieur biomédical dont c'est le travail à tiers-temps. Alors, les DSA pompiers des pompiers de Paris, ils ont de la 4G, donc ils envoient les DSA et en 2 clics, on les envoie à l'hôpital. Et on en envoie énormément à l'hôpital. Par contre, on avait fait une étude. Alors, je ne sais plus le nombre de modèles différents qu'il avait, mais par contre, dans sa voiture, il avait 20 connecteurs différents, autant de l'USB, de l'infrarouge, 3 types d'infrarouge, et des logiciels différents en anglais, en serbe, en plein de trucs. Et dans des trucs qu'il avait piratés, donc hyper compliqué. Donc il n'y a pas de modalité technique simple pour extraire facilement. Il n'y a aucune obligation de personne pour vous donner ces données. Clairement, c'est une histoire de territoire, de motiver les pompiers pour voler le DSA. Quelqu'un qui est plus fonctionnel, il n'a plus d'électrodes, etc. Et l'amener à l'hôpital ou l'amener quelque part où vous pourrez avoir quelqu'un qui l'exploite. Alors là où je tempère un tout petit peu ces propos, c'est que la plupart des DSA ne sont pas achetés, ils sont en leasing. Et dans l'option de leasing, vous avez l'option, une fois que le DSA sera utilisé, le technicien va venir le remettre en marche. Donc, et normalement, lui, il peut vous l'extraire. Mais ce n'est pas si simple parce qu'il y a encore une fois plein de modèles. Globalement, on a l'impression qu'on en a de plus en plus maintenant. Donc il doit y avoir un progrès quand même qui est fait. On continue, on va donc passer